Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour le module sur l'expérience des Autochtones et le projet de colonie. Bon, là, on est toujours dans le premier module de secondaire 3. Dans la première vidéo, on se concentrait sur l'expérience des Autochtones avant les premiers contacts. Là, dans cette vidéo-ci, ça va être la période des premiers contacts et les conséquences là, tout de suite après. Peut-être que pour toi, les premiers contacts, bon, c'est avec Jacques Cartier, ou sinon avec les pêcheurs ou avec les chasseurs de baleines. Mais en fait, les premiers contacts, ils viennent beaucoup plus tôt que ça. Parce qu'on a retrouvé des traces de campements, en fait, d'habitations plutôt vikings. Et c'est pas dans les années 1500, mais c'est dans les années 1000. Donc, on est presque 500 ans, là, si on arrondit, là. On est presque 500 ans avant la découverte officielle de l'Amérique par les Européens. C'est quand même quelque chose. Puis ce campement-là, il est, tu vois le point rouge ici, là, il est à L'Anse-aux-Meadows, à Terre-Neuve. Et l'image que tu vois, c'est une reconstruction, là, une réplique des habitations que les Vikings avaient construites à ce moment-là. Puis, en 1492, puis dans les explorations suivantes, en fait, comment est-ce que les Européens sont capables d'aller comme ça explorer? En fait, c'est des avancées techniques qui leur permettent de naviguer plus facilement. Entre autres, il y a des outils comme l'astrolabe qui leur permettent de naviguer plus facilement, comme je disais, parce que lui, l'astrolabe, il est capable de donner une position plus précise du bateau. Donc, l'explorateur qui l'utilise peut se situer. Donc, où est-ce que je suis rendu dans l'océan? Ce qui peut être pratique. Et il y a aussi la caravelle qui vient aider les navigateurs parce que la caravelle est capable de faire face plus facilement aux conditions de navigation en haute mer. Parce que, bon, pour atteindre l'Amérique, pour les Européens, en fait, ils doivent traverser l'océan. Donc, c'est pratique d'avoir un bateau qui est capable de faire face. On voit qu'on a les outils, on a les bateaux pour aller naviguer, pour aller explorer. Mais pourquoi, pour quelle raison est-ce qu'on veut aller sur la mer? Est-ce que c'est juste pour trouver une route vers l'Asie? Donc, en d'autres mots, là, est-ce que trouver une route maritime vers l'Asie, c'est le seul objectif de ce qu'on appelle les grandes explorations des puissances européennes? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bien, c'est faux. Parce que trouver une route maritime vers l'Asie, oui, c'est une grosse raison, c'est vraiment important, mais c'est pas la seule raison des explorations. Parce qu'il y a aussi la colonisation de nouveaux territoires. On veut coloniser de nouveaux territoires pour étendre le pouvoir d'un royaume. Mais pourquoi? En fait, c'est que quand on colonise des nouveaux territoires, ça augmente notre puissance. Plus t'es grand, plus t'es puissant. Et les nouveaux territoires aussi qu'on explore, qu'on colonise, on peut peut-être trouver des ressources pour s'enrichir dans ces territoires-là. Ça peut être de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Donc, on veut aussi explorer pour cet aspect-là. Et on explore, et quand on va à la rencontre de d'autres populations, on veut aussi répandre la religion chrétienne, qui est la religion vraiment dominante, qui est la religion la plus importante en Europe à ce moment-là. Derrière les premiers contacts entre les Européens et les communautés autochtones, il y a la pêche et la chasse à la baleine. Donc, du moment où on se rend compte qu'il y a beaucoup de morues, en fait une sorte de poisson, du moment où on se rend compte qu'il y a beaucoup de morues aux alentours de Terre-Neuve, puis dans le golfe du Saint-Laurent, il y a des pêcheurs chaque été vont traverser de l'Europe vers l'Amérique pour venir pêcher. La même chose pour les pêcheurs de baleines, les chasseurs de baleines, qui, eux, viennent chasser pour récolter la graisse qui se trouve dans les différentes baleines. La carte ici, c'est pas nécessaire là, de retenir par cœur tout ce que la carte montre. Mais l'idée, c'est seulement de te montrer qu'il y en a quand même beaucoup des installations de pêcheurs. On voit entre autres beaucoup d'installations françaises. Donc, tout le long des côtes de Terre-Neuve, on va aussi plus bas, bon, la Nouvelle-Écosse, la Côte-Nord. Donc, on vient chaque été pêcher. On fait des installations sur les rivages, que ce soit pour sécher la morue, pour différentes opérations. Donc, ça fait en sorte que
on entre en contact avec des communautés autochtones qui, elles aussi, viennent sur les rivages pour, elles aussi, venir pêcher parce que le poisson, tout le monde en mange. Donc, ça fait en sorte que ces premiers contacts-là sont temporaires parce que, bon, c'est l'été, on revient chaque été, mais on n'est pas là l'hiver, mais ils reviennent année après année. Et les premiers contacts se vivent différemment d'une communauté autochtone à une autre. Pour certains, c'est plus positif. Pour d'autres, c'est pas très positif. Donc, comme je viens de le dire, les premiers contacts entre les Européens et les Autochtones, ça diffère vraiment d'un cas à l'autre. J'aimerais qu'on prenne un moment pour parler de l'exemple de la communauté Beothuk. La communauté Beothuk qui habite Terre-Neuve. Si on se souvient de la carte juste avant, on voyait que Terre-Neuve, il y avait beaucoup d'installations de pêche européennes. Et ça va créer des tensions parce que le peuple Beothuk, lui aussi, a l'habitude d'aller sur les côtes pour aller pêcher l'été. Mais là, il y a des pêcheurs européens qui viennent l'été, qui s'installent et qui vont pêcher. Et la communauté Beothuk préfère éviter les contacts, pour différentes raisons, préfère éviter les contacts avec les pêcheurs européens, ce qui fait en sorte que ça va créer quelques tensions, puis ça a comme conséquence aussi que les Beothuk vont rester plus vers les terres. Mais plus le temps avance, les pêcheurs européens, ils sont plus là juste l'été. Ils vont commencer à être là de manière permanente. Donc, été comme hiver. Là, ça va avoir comme conséquence de vraiment forcer les Beothuk à rester plus vers les terres. Puis, comme ils n'ont plus accès aux poissons, ils ne peuvent plus aller pêcher. C'est une source de nourriture auquel ils n'ont plus accès. Donc, ça devient plus difficile de se nourrir. Puis, carrément, ça va créer de la famine dans la population. On continue d'avancer un peu dans le temps, donc on n'a plus accès au rivage pour aller pêcher. Mais là, en plus, au 18e siècle, les populations européennes, en fait, les pêcheurs européens, sont là de manière permanente, mais il y a aussi des chasseurs qui vont aller dans les terres pour aller trapper des animaux à fourrure. Donc, ça va occasionner encore plus de contacts entre les Européens et les Autochtones Beothuk. Et à un certain moment, carrément aussi, il y a des chasseurs qui vont commencer à pourchasser les Beothuk. Ça va faire beaucoup de victimes. Donc, déjà que la population devait vivre avec la famine, devait vivre aussi avec des maladies que les Européens ont apportées. Et en plus, carrément, ils sont pourchassés. Donc, ça fait en sorte que ça baisse beaucoup la population Beothuk. Ce qui fait en sorte qu'au début du 19e siècle, là, dans les années 1800, il reste à peu près une centaine de Beothuk à Terre-Neuve. À ce moment-là, le gouvernement de Terre-Neuve essaie de mettre des mesures en place, mais en fait, c'est trop tard parce que en 1829, il y a la dernière représentante Beothuk qui va décède de maladie à Terre-Neuve, puis avec elle, disparaît la communauté Beothuk. La disparition de cette communauté-là est un exemple des conséquences qu'il va y avoir entre les contacts, avec les contacts européens et autochtones. Là, retournons un peu plus large là, dans les communautés. Les communautés qui habitent sur le bord des côtes, donc proches des Européens, voient une occasion de troc, en fait, une occasion de faire du commerce avec les Européens qui viennent pêcher, qui viennent chasser la baleine. Puis ça tombe bien parce que de part et d'autre, autant du côté des Européens que des Autochtones, on a des objets, on a des choses qui vont intéresser l'autre personne. Du côté des Européens, en fait, ils arrivent avec des objets, avec des techniques de fabrication que les Autochtones ne connaissent pas à ce moment-là. Et c'est des objets qu'ils vont trouver très intéressants. Donc, entre autres, les Européens arrivent avec des objets faits en métal, que ce soit des haches, des couteaux, des chaudrons. Ils vont aussi arriver avec des objets faits en verre ou en porcelaine. Donc, c'est des éléments que eux vont pouvoir échanger avec les Autochtones. Les Autochtones, de leur côté, ils ont des fourrures. Et les fourrures, c'est très intéressant pour les Européens. Ils les ramènent en Europe et il y a vraiment un grand intérêt en Europe pour différents types de fourrures. Donc, c'est l'élément principal là, avec lequel les Autochtones vont faire du troc. Donc, de part et d'autre, on trouve un élément intéressant dans le commerce,
Puis, on continue de faire du troc, là. On se rappelle, dans les grands réseaux d'échanges autochtones, le commerce se faisait par troc, donc par échange d'objets. Ça reste encore la même chose avec les Européens. Et ces échanges-là d'objets vont avoir des conséquences dans les sociétés autochtones. Une des conséquences, c'est de changer le mode de vie. On est très intéressé par des objets que l'on connaissait pas auparavant. Ce sont des objets qui peuvent quand même faciliter la vie ou juste changer des choses. Donc, pour obtenir ces objets-là, on va chasser des animaux qui vont nous donner des fourrures intéressantes dans les échanges. Là, par contre, c'est plus on chasse d'animaux à fourrure, moins on va chasser les animaux qui vont nous fournir les ressources dont on a besoin, donc que ce soit de la viande ou différents matériaux là, de base pour faire nos outils. On va plus se fier sur ce qu'on va obtenir dans les échanges pour répondre à nos besoins. Ça fait en sorte de créer un peu de relation de dépendance. Auparavant, la communauté était en mesure de répondre elle-même à ses besoins, mais là, la communauté va plutôt aller chasser des animaux à fourrure pour échanger et ce qu'elle obtient en échange, ça va aider à répondre aux besoins auxquels elle ne peut plus répondre par elle-même. Entre autres, ça peut être d'aller chercher de la farine ou des pois secs pour remplacer la viande qu'on ne va plus chasser. D'autres conséquences pour les sociétés autochtones, ça provient d'un peu de distance de certaines communautés par rapport aux Européens, une distance là, physique, parce que les communautés qui sont près des rivages vont pouvoir faire du troc directement avec les Européens, ou des communautés qui sont un peu plus loin, mais qui peuvent quand même avoir accès au rivage, peuvent elles aussi commercer directement avec les Européens. Mais c'est pas le cas pour les populations qui sont très loin. Donc, ces populations-là sont au courant du commerce qui se fait, sont au courant, ils vont voir aussi là, les objets qui sont apportés par les Européens et elles aussi sont intéressées à obtenir ces objets-là. Mais elles peuvent pas avoir accès direct avec les Européens, elles peuvent pas faire le commerce elles-mêmes. Donc, elles doivent passer par le réseau d'échanges commerciaux pour que leur fourrure aille jusqu'aux Européens. Et elles doivent aussi compter sur les réseaux commerciaux pour obtenir des objets européens. Donc, c'est un peu c'est une différence, un déséquilibre entre différentes communautés. Et ce déséquilibre-là va entraîner des rivalités, puis parfois même va entraîner des conflits armés. Donc, des fois, c'était des rivalités qui étaient déjà là, mais qui deviennent plus grosses, plus grandes à cause comme ça de ce déséquilibre-là. Mais parfois, même, carrément, ça va créer des rivalités qui n'étaient pas là auparavant. Puis tout ça, bien, ça vient du commerce qui est fait entre Autochtones et Européens. À un certain moment, le roi de France, François Ier, va décider de financer un véritable voyage d'exploration vers le nord de l'Amérique. Et il va charger Jacques Cartier pour mener là, ces explorations-là. Jacques Cartier va aller faire quelques voyages en Amérique pour le compte de la France. Mais en tout, combien de voyages Jacques Cartier fait-il au Canada? Est-ce que c'est 1, 2, 3 ou 4 voyages? Et Jacques Cartier, en tout, va faire 3 voyages au Canada. Le premier voyage, Jacques Cartier part de la France, bon évidemment, traverse l'Atlantique, et là on voit la ligne verte. On voit que Jacques Cartier arrive vers le nord, puis va se tenir surtout dans le golfe du Saint-Laurent. Il va s'arrêter entre autres dans la région de Gaspé, et à cet endroit-là, il va avoir des contacts avec une communauté autochtone dont le chef est Donnacona. Donc, les premiers échanges, en fait, les premiers contacts sont plutôt amicaux. Il va y avoir une première rencontre, des premiers échanges. Et Jacques Cartier, à ce moment-là, va faire planter une croix
pour lui, la croix, c'est un signe qu'il prend possession du territoire au nom du roi de France. Donc, c'est une vision européenne de la chose parce que, bon, étant donné qu'il n'y a pas d'autres puissances européennes qui possèdent ce territoire-là, ça veut dire que, bien, nous, on peut en prendre possession pour le roi de France. Mais lorsque Donnacona puis les Autochtones posent la question sur qu'est-ce que cette croix, qu'est-ce que ça représente, Jacques Cartier et son équipage vont répondre que c'est simplement un repère visuel pour aider à naviguer. C'est donc pour aider là à se promener en bateau. C'est juste ça, c'est juste un repère visuel. Mais bon, pour eux, c'était pas le cas, c'était beaucoup plus que ça. On voit, le premier voyage est en 1534. Jacques Cartier va arriver au printemps, va repartir là avant que les glaces le bloquent tout le passage. Et il va repartir en France avec 2 fils de Donnacona. Donc, les 2 fils autochtones vont aller en France avec Jacques Cartier et ils vont revenir avec l'expédition l'année suivante. Donc, en 1535-1536, Jacques Cartier va retraverser l'Atlantique, revenir explorer dans le Golfe, mais là, avec les 2 fils de Donnacona, eux vont le guider pour aller jusqu'à Stadacone, donc jusqu'à ce qui est aujourd'hui la région de Québec. Jacques Cartier va passer quand même beaucoup de temps là, va quand même se promener aussi, et il va faire une première expérience de passer l'hiver au Canada. Donc, passer l'hiver près de Stadacone, c'est très difficile comme hiver, entre autres à cause du scorbut. Donc, il y a plusieurs membres d'équipage qui vont tomber malades, il y en a plusieurs qui vont décéder. Mais grâce à un remède autochtone, ça va être possible de guérir une partie de l'équipage, ce qui fait en sorte que l'année suivante, il y a des gens qui ont survécu à l'hiver et Jacques Cartier, le reste de l'équipage vont retourner. Là, on voit la flèche jaune, ils vont retourner vers la France. Mais il y a un élément qui est à souligner. Lorsqu'ils repartent vers la France, ils ne repartent pas seuls. Ils repartent avec une dizaine d'Iroquoiens, une dizaine de personnes iroquoiennes, et ils n'ont pas posé la question à savoir si ces personnes-là voulaient venir avec eux ou pas. Ils sont partis avec elles de force. Et de ces 10 personnes-là, il n'y en a aucune qui va revenir au Canada, qui va revoir l'Amérique. Le 3e voyage va être quelques années plus tard. Donc, en 1541, Jacques Cartier repart vers le Canada. Mais là, il y a plusieurs choses qui ont changé. En 1541, Jacques Cartier n'est plus le commandant de l'expédition. C'est Jean-François de la Roque, sieur de Roberval, qui est nommé commandant, mais il ne peut pas partir en même temps que Cartier. Donc, Cartier part seul avec son équipage en 1541 et Roberval va le suivre l'année suivante. Donc là, la 3e, donc c'est la flèche orangée. Jacques Cartier va à nouveau se rendre jusque vers Stadacone. Là, les relations sont plus difficiles là, avec les populations autochtones parce que bon, on voit que des 10 personnes qu'il a amenées avec lui, il n'y en a aucune qui est là pour revenir. Puis le 3e voyage, la raison du 3e voyage, c'était d'établir une colonie française au Canada. Donc, c'est le but de l'expédition. Donc, Jacques Cartier retourne vers Stadacone et il va implanter des forts, des premières habitations dans le secteur de Cap-Rouge, qui est aujourd'hui Cap-Rouge. Il va s'installer là, va se préparer à passer un 2e hiver au Canada. Donc, il sait déjà mieux c'est quoi l'hiver, mais quand même, ça reste difficile. Puis les relations avec les Autochtones sont pas très bonnes non plus, donc ça aussi, ça rend les choses plus difficiles. Et au printemps suivant, il va décider de quitter et de retourner vers la France, donc d'abandonner le début de colonie pour retourner vers la France, entre autres parce qu'il pense avoir trouvé de l'or, de l'or et des diamants. Donc, c'est une trouvaille qui est très intéressante. Donc, il va en prendre, il va retourner vers la France pour montrer sa découverte au roi. En chemin, il va croiser la flotte de Roberval, le bateau de Roberval. Roberval va lui demander de retourner vers la colonie, retourner au Canada pour que le projet de colonie continue avec
les deux ensemble, les deux équipages ensemble. Cartier va refuser, va continuer vers la France. Là, en France, il va se rendre compte que ce qu'il a ramené, ce n'est pas de l'or ni des diamants, c'est des minéraux qui n'ont pas vraiment de valeur. C'est quand même une grosse déception. Si on retourne là au Canada pour suivre un peu Roberval, Roberval, lui aussi, va se diriger vers Stadacone. Il va retrouver le site où Cartier a passé l'hiver. Donc, Roberval va s'installer là, va essayer là, de faire continuer le projet de colonie. Il va passer un hiver là, entre 1542 et 1543. Il va passer l'hiver lui aussi au Canada, mais pour plein de raisons, en fait, ça fonctionnera pas. Ça va être encore là très difficile. Au printemps de 1543, lui aussi va quitter le site de Cap-Rouge pour retourner vers la France avec les survivants. Puis, ça va marquer la fin là, du site de Cap-Rouge. Donc, la France ne réessayera pas de coloniser cet endroit-là. La France, il y a eu assez de déception, va laisser de côté un peu là, les projets de colonisation pour ces années-là. Ça va revenir un peu plus tard. Après la tentative de colonisation à Cap-Rouge par Cartier puis par Roberval, il y a quand même plusieurs années là, qui passent. Et il y a d'autres tentatives de colonisation par après. Il y en a, entre autres, à l'île de Sable, il y en a à Tadoussac, à l'île Sainte-Croix et à Port-Royal également. Il n'y en a aucune d'entre elles qui va fonctionner, qui va vraiment mener à une colonie permanente. On n'ira pas dans le détail là, pour les raisons pour chacune d'entre elles. Mais souligner quand même que Tadoussac, ça fonctionne pas comme colonie, mais ça va devenir un poste de traite permanent. Parce qu'il y avait déjà du commerce entre Européens et Autochtones, entre autres commerce de fourrure. Et ça va continuer. Et ça va continuer même de grossir. Ça va devenir de plus en plus important. Et avoir un lieu permanent, un lieu fixe, c'est très intéressant. Le lieu de Tadoussac, en fait, là où est situé Tadoussac, c'est un endroit qui est très accessible par le fleuve. Enfin, on va pouvoir longer les rives pour se rendre à Tadoussac à partir du fleuve Saint-Laurent. Mais on voit aussi là, le début de la rivière du Saguenay. Donc, c'est un autre point d'entrée, un autre point d'arrivée pour se rendre jusqu'à Tadoussac. Donc, on sait où se rendre, on sait où apporter nos fourrures pour le faire du commerce. Donc, les populations, les communautés autochtones savent où se rendre. C'est le même endroit année après année. Donc, ça rend les choses plus faciles. Et pour les Européens aussi, ça rend les choses plus faciles. Donc, pour les Français, ils ont un endroit où entreposer leur matériel, les objets qu'ils veulent échanger. On sait où les ranger, où les entreposer. Mais on sait aussi où entreposer les fourrures qu'on reçoit en échange de nos objets. Donc, le poste de traite de Tadoussac va être un lieu important de commerce. Puis, à cet endroit-là, les Français vont faire beaucoup de commerce avec les communautés Innu, communautés malécites et les communautés algonquines. Trois communautés comme ça qui vont fréquenter beaucoup le poste de traite de Tadoussac. Mais ça va créer quelques tensions, quelques rivalités, entre autres avec les Iroquois de la Ligue des 5 Nations. Donc, face à ça, les communautés Innu, malécites et algonquines vont chercher peut-être à faire une alliance avec les Français. Et en 1603, il y a une rencontre importante entre François Gravé-Dupont et Samuel de Champlain, deux Français, avec des représentants des trois communautés autochtones. Donc, pendant cette rencontre-là, on va établir une alliance qui est à la fois commerciale et une alliance qui est aussi militaire. Donc, commerciale parce que les Français cherchent à protéger le commerce des fourrures, et militaire parce que les communautés autochtones voudraient bien avoir un allié si jamais il y a un conflit armé. Ils aimeraient bien avoir un allié avec eux pour se défendre. Donc, en 1603, l'Alliance va prendre le nom de l'Alliance franco-amérindienne de 1603. Donc, c'est pas très original comme nom, mais ça dit ce que ça a à dire.
c'est une alliance qui va être très importante là, pour la suite des choses. Donc, pour terminer, là, pour conclure, si on veut résumer là, en gros la période là, des premiers contacts entre Autochtones et Européens, faut se souvenir que il y a eu les Vikings qui sont venus en Amérique, à Terre-Neuve, au 11e siècle, donc dans les années 1000. Ils ont été suivis plus tard par des pêcheurs qui sont venus profiter de la morue. En fait, il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de morues. C'est intéressant, on vient pêcher ça. Il y a aussi des chasseurs de baleines qui viennent. Et à la fois, les pêcheurs ou les chasseurs vont installer des installations temporaires sur les rivages, entre autres pour pouvoir faire sécher la morue avant de repartir, là, avant l'hiver, vers l'Europe. À ce moment-là, il y a des installations sur le bord des côtes. Il y a aussi des contacts entre les Européens et les populations autochtones. Parfois, ça se passe bien. En fait, ça se passe assez bien. Mais si on se souvient de l'exemple, en fait, de la disparition des Béotucs à Terre-Neuve, les contacts entre Européens et Autochtones peuvent aussi avoir des conséquences très négatives. Mais le commerce, lui, va rester. Donc, le troc, l'échange entre Européens et Autochtones commence à peu près là dans ces années-là, à ces moments-là, puis va continuer là à travers le temps, parce que pour les Autochtones, ça leur donne accès à des objets puis à des matériaux qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et du côté des Européens, ça leur donne accès, entre autres, à des fourrures pour lesquelles ils ont beaucoup d'intérêt. La fourrure est intéressante là, à ramener en Europe. Si on continue un peu dans le temps, il y a François Ier, le roi de France, qui aimerait en savoir plus sur les territoires là, au nord de l'Amérique. Donc, il envoie Jacques Cartier faire des voyages d'exploration. Dans ces voyages, il va il va entrer en contact avec les populations autochtones, il va un peu mieux connaître le golfe du Saint-Laurent, il va aller aussi explorer dans le fleuve Saint-Laurent, il va tenter de faire une colonie à Cap-Rouge, ça ne fonctionnera pas. Il va y avoir d'autres tentatives de colonisation par après qui, elles non plus, ne fonctionneront pas. Mais le commerce des fourrures, lui, demeure. Et entre autres, un lieu important pour ce commerce-là, c'est Tadoussac. Puis, à Tadoussac, les Français vont commercer, entre autres, mais surtout avec des communautés Innu, algonquines, et la communauté malécite aussi. Et tout ça va mener à l'Alliance franco-amérindienne de 1603, une alliance qui est à la fois commerciale, donc pour protéger le commerce, mais aussi militaire, donc pour être des alliés militaires entre Français et Autochtones. Donc, en gros, c'est à peu près ça qu'on a vu dans cette vidéo. Je t'invite à, si tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite à aller l'écouter pour avoir le module au complet, puis aussi à utiliser tous tes outils à ta disposition pour faire ta révision.